Donc on va commencer. D'abord, merci à tous et à toutes d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Merci au nom du laboratoire Junior Génère qui organise cet événement dans le cadre de deux événements en fait, sur les liens entre genre, sciences naturelles et médecine. Donc il y a aussi une journée d'études qui est prévue mercredi. Donc on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le médecin et écrivain Martin Winkler. Alors, je ne sais pas si je dis... Voilà. On le dit comme on veut. Très bien. Donc, il va nous parler des liens entre médecine et représentation de genre, entre autres. Donc, je vais le présenter rapidement, même si je pense que la plupart d'entre vous savez qui il est. Donc, vous avez fait vos études de médecine à Tours avant de vous installer comme médecin généraliste dans la Sarthe. Vous avez commencé à publier dès cette période, et en particulier en 1989, La Vagation, un roman remarqué sur la pratique de l'avortement. Ensuite, vous avez continué à écrire, vous êtes passé à mi-temps et vous avez publié en 1998 La maladie de Saxe, qui a remporté le prix du livre Inter, qui sera ensuite adapté en tant que film. Et puis vous avez commencé à utiliser Internet pour communiquer sur vos centres d'intérêt. Bon, les séries télé d'une part, donc on parlera sûrement moins ce soir, cet après-midi, et d'autres. Mais voilà, il y a toujours des liens à faire. Et d'autre part, toutes les questions liées aux soins, à la formation des soignants, et en particulier à la contraception, à la gynécologie et donc à la médecine en général. Vous avez par ailleurs continué à publier des essais sur ces questions. Je pense à contraception, mode d'emploi, tout ce que vous vouliez savoir sur les règles sans jamais oser le demander, par exemple. Mais aussi des romans, donc Le cœur des femmes en 2009, qu'on est peut-être beaucoup à avoir lu, un super bouquin qui est justement sur la gynécologie en particulier, et plus récemment, donc en 2012, En souvenir d'André, qui s'intéresse cette fois-ci à la question de l'euthanasie. Donc vous êtes parti vivre au Canada et vous avez continué à enseigner, notamment en tant que chercheur invité au Centre de recherche en éthique à l'Université de Montréal, dans le domaine de la formation des soignants, ou plus récemment, si je ne me trompe pas, au département français de McGill, où vous étiez invité pendant un semestre. Oui, j'étais écrivain en résidence. Il y a deux postes d'écrivain en résidence, un au département de français, un au département d'anglais, qui est une bourse pour une année. Je dis que pour une année, mais qui est donnée chaque année à des écrivains nouveaux. Et vous vous intéressez aussi aux questions de bioéthique, il me semble? Alors, je suis étudiant en bioéthique, au programme de bioéthique de l'Université de Montréal, c'est-à-dire je prépare une maîtrise que j'espère finir cette année. Donc à la fin de l'année pour présenter mon mémoire en décembre, parce que effectivement il y a un écho. Pour moi c'était quelque chose qui est venu justement de la réception de mes romans au Québec. C'est les Québécois qui pour la première fois m'ont dit: vous parlez d'éthique médicale dans vos romans. Alors je me suis dit, bon, il faut que je sache de quoi je parle. Et voilà, donc je suis en principe à la fin de l'année, j'aurai une maîtrise de bioéthique. Et vous avez continué aussi à participer au débat public au Québec et en France sur les questions de déontologie médicale. Je pense en particulier, on y reviendra peut-être, à la tribune à laquelle vous avez participé la semaine dernière sur la polémique du point du mari, ou à des réactions comme ça, à des faits d'actualité dans le domaine de la médecine. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que c'est plus intéressant de vous écouter parler. Et donc je vous laisse la parole pour le temps que vous désirez, et nous prendrons donc les questions ensuite. D'accord, merci beaucoup. Alors merci d'abord au laboratoire de m'avoir invité. Merci à vous tous et toutes d'être là si nombreux. C'est toujours impressionnant. Le thème général du colloque, enfin de la journée, c'est les questions de genre. On m'a demandé de parler plus précisément des rapports entre médecine, entre gynécologie, médecine et questions de genre. Et donc je vais commencer, je vais faire une sorte d'approche du bas vers le haut. Ça c'est une approche très anglo-saxonne, c'est-à-dire que on pense qu'on peut plus appréhender le monde en partant du particulier et en partant de là et en montant, plutôt que comme on le fait à la française, c'est-à-dire en pensant qu'on peut partir du sommet pour aller vers le bas. Et donc je voudrais essayer de mettre en parallèle un petit peu mon propre itinéraire d'individu
et de médecins et d'écrivains, et puis de personnes qui sont intéressées par la bioéthique, et en particulier par les questions de morale au sens large du terme, donc d'éthique et d'éthique du comportement des soignants en général, au travers de la question de la gynécologie. Alors, je voudrais d'abord... Qui est-ce qui, dans la salle, fait partie d'une profession de santé? Oula, vous êtes venu en... Alors, je viens d'avoir un tout petit micro-débat sur Twitter à propos d'un texte que j'ai publié hier qui est la transcription de la conférence que j'ai donnée jeudi au Congrès international d'éthique clinique, et qui est un texte qui s'appelle La parole du patient, l'éthique du soignant, et qui se termine par un décalogue, qui est un décalogue du patient sur la relation. C'est le patient, en l'occurrence, le patient, c'est très, très, très rigolo d'ailleurs. Moi, je l'ai écrit dans, en Saint Jean, si vous voulez, le décalogue de la Bible. Hein. Et ça commence par « Je suis le patient ». Comme je suis le Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu. Non, là, je suis le patient, et c'est moi qui dis que tu es un soignant. Ça a donné lieu à un micro-débat sur le compte Twitter, parce que j'ai des collègues médecins qui m'ont dit, enfin, il y en a une ou un qui a réagi de façon extrêmement brutale en disant « Oui, alors maintenant c'est le patient roi comme il y avait l'enfant roi ». Sur quoi j'ai répondu tout de suite « Excusez-moi, mais parler de patient roi comme si c'était un enfant roi, c'est ce qu'on appelle du paternalisme. » Le patient, c'est pas un enfant. Bon. Et alors que moi, dans mon esprit, j'allais dire, mais non, mais le patient n'est pas Dieu. Non, là, on parle du patient comme enfant. C'est intéressant. Donc, et puis là, après, on me reproche d'avoir fait tout centré sur le patient, et puis rien sur les pauvres soignants qui souffrent. Alors, si vous faites partie d'une profession de santé, je voudrais vous dire tout de suite, de manière non paternaliste, mais bienveillante, je vais parler de maltraitance médicale. Les maltraitances médicales dont je vais parler ne vous concernent pas. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de personnes qui exercent des maltraitances dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé. Il y en a. Nous sommes tous susceptibles de produire des maltraitances. J'en ai produit comme d'autres. Personne n'y échappe. Ce qui est problématique, c'est de ne pas y réfléchir. C'est de faire comme si ça n'existait pas. Mais je n'accuse pas l'ensemble des professionnels de la santé, médecins, sages-femmes, infirmiers et infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, toutes les professions possibles. Je n'accuse personne d'être en soi maltraitant. Bon. Une fois que ça s'est dit, il faut que je trouve une position où ça siffle pas. Une fois que ça s'est dit, je reviens à la gynécologie. Une autre précision, quand je vais parler de la nature humaine, à certains moments je vais dire c'est dans notre nature de... Je voudrais préciser de quoi je parle. Il existe quelque chose qu'on peut, en première approximation, et c'est pas une notion philosophique là, c'est une notion personnelle, c'est un terme opératoire qui ne vise pas à l'universalité, mais qui vise simplement à avoir un socle commun. Quand je parle de la nature humaine, je parle de notre existence biologique, de notre nature biologique. Nous sommes des êtres biologiques sexués, et notre génome nous programme pour faire un certain nombre de choses. Nous sommes programmés pour avoir 2 bras et 2 jambes, en principe. Et on considère que si on n'a qu'un bras, par exemple, c'est pas tout à fait le programme auquel on s'attendait. C'est pas parce qu'on est programmé, c'est pas parce qu'on a une nature, et en particulier, on va parler du genre et de la nature du genre, ou de la nature du sexe, ou de la sexualité, c'est pas parce qu'on est programmé pour avoir un état biologique qu'on peut assimiler à une nature, que cette nature nous oblige à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Par exemple, et il va en être question ici, nous sommes programmés pour nous reproduire. Mais il y a des gens qui choisissent de ne pas se reproduire. Il y a des gens qui ne peuvent pas se reproduire pour des raisons inhérentes aux limites de la biologie, qui n'est pas... la biologie, c'est pas... c'est pas des machines qui ne font jamais d'erreurs. La biologie, c'est plein d'erreurs, tout le temps. Il y a des gens qui décident de se reproduire beaucoup, puis il y a des gens qui décident de se reproduire très peu. Par conséquent, quand je parle de nature humaine, je ne parle pas de quelque chose qui est rigide,
et qui est, comment dirais-je, stéréotypé. Au contraire, je parle de quelque chose qui contient d'immenses variations, et on est en plein dans le sujet, parce que quand on parle de genre, et c'est précisément la question qui nous intéresse, on part d'une idée qu'il n'y a pas seulement deux genres, masculin et féminin, mais il y a beaucoup de choses à la fois à l'intérieur de chaque genre et entre les deux. Tout ce qui concerne la réflexion sur le genre est beaucoup plus avancé dans les pays anglo-saxons qu'en France pour des raisons compliquées, mais qui tiennent, à mon avis, en particulier, pas seulement, mais en particulier au fait que les anglo-saxons partent d'une posture intellectuelle qui repose beaucoup plus sur la théorie de l'évolution, le darwinisme, la génétique, les neurosciences, etc., tandis que la France est restée beaucoup campée sur une position qui était beaucoup plus psychanalytique. Et dans un cas, alors je sais que ça va faire débat ça, dans un cas il y a une attitude qui est une attitude que personnellement je considère comme scientifique au sens où on postule quelque chose mais on le teste, c'est-à-dire on cherche à savoir si le postulat est vrai ou pas et on essaye de le montrer par des méthodes expérimentales qui sont des méthodes de sciences humaines, en ethnologie, en psychologie, en sociologie, en tout ce que vous voulez, en anthropologie. Et puis dans un autre cas, la méthode psychanalytique, on est beaucoup plus dans des a priori qui sont des a priori fixes, qu'on a un peu de mal à remettre en question, ou dont on a un peu de mal à vouloir vérifier la scientificité, ce qui est d'autant plus paradoxal que Freud et Lacan, par exemple, étaient au départ des gens qui étaient très intéressés par la théorie de l'évolution et par la recherche scientifique, mais s'en sont éloignés à partir du moment où ils ont construit chacun, l'un après l'autre, des modes de pensée qui étaient plus centrés autour de concepts qui étaient posés une fois pour toutes. Bon. Ce n'est pas un débat sur la psychanalyse, je veux juste expliquer pourquoi, personnellement, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, parce que c'est pas le genre de débat et c'est pas le genre de réflexion auquel j'avais été invité auparavant et auquel même je pouvais, de discussions que je pouvais avoir auparavant, avant que j'aille au Québec, parce que on est un peu plus, comment dirais-je, on est, disons, un peu moins avancé sur ce sujet ici qu'on est là-bas. Là-bas, c'est des questions qui se posent très souvent. Il y a par exemple des études littéraires qui mêlent l'étude littéraire et l'étude de genre. À McGill, là où j'étais écrivain invité, mais il y en a aussi bien à Victoria, de l'autre côté du continent. Et là, je ne parle que du Canada, je ne parle pas des États-Unis, je ne parle que du Canada. Alors, en première approximation, la moitié de l'humanité est composée par des êtres humains de sexe féminin. En première approximation, et à peu près la moitié. Une autre moitié, ou presque, est composée d'êtres humains de sexe masculin. Mais il y a un nombre plus réduit, mais pas négligeable, d'êtres humains qui sont de sexe intermédiaire. Et la question du genre, c'est encore plus compliqué, puisque le sexe, c'est jamais que ce qu'on voit anatomiquement. On sait qu'il y a des variations anatomiques quasiment individuelles de l'apparence et de l'anatomie sexuelle des individus. Mais il y a aussi des variations extrêmement grandes, non seulement dans l'identité sexuelle, mais aussi dans les préférences sexuelles et dans la perception de soi en tant que personne d'un genre ou de l'autre. Alors, déjà, quand je dis quelque chose comme ça pose plein de questions. Par exemple, puisqu'on va parler de gynécologie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Je veux dire, il y a autant de réponses probablement que d'individus, je dis bien d'individus, mais il y a aussi des réponses diverses qui peuvent être des réponses de type historique, des réponses poétiques, poétiques et littéraires, des réponses biologiques, des réponses sociologiques, etc. La définition de ce que c'est qu'une femme, c'est donc une définition qui est essentiellement contextuelle. Il n'y a pas de définition universelle. À la rigueur, il pourrait y avoir une définition universelle de ce que c'est qu'un être humain, parce qu'on pourrait se fonder sur des choses qui sont l'anthropologie, la biologie, etc. Mais une définition universelle de ce qu'est une femme ou un homme, ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué.
Le contexte dans lequel je vais parler de la définition ou de ce que pose de ce qui se pose comme question autour de être femme, l'être femme et aussi donc les définitions de genre par extension. On va partir des femmes, mais on aurait pu partir des hommes. Le contexte, c'est donc la médecine. Qu'est-ce que c'est que la médecine? Une personne que je ne qualifierai pas, parce que ce serait considéré comme une insulte et je n'ai pas besoin de l'insulter pour dire tout le mal que j'en pense. Une personne que je ne qualifierai pas, qui se trouve être le président du syndicat des gynécologues obstétriciens français, vous voyez pas, disait à propos du point du mari, dont il a été question tout à l'heure, que tout de même la chirurgie c'est un art. Bon. Non, la médecine et la chirurgie c'est pas un art, pour une raison très simple, c'est que l'être humain c'est pas un matériau. À la rigueur, on peut envisager que l'habileté d'un praticien à réparer ou à intervenir soit assimilable à une maîtrise artistique ou artisanale. Là, d'accord. Voilà. Mais la médecine en général et la chirurgie en général, c'est pas un art. C'est pas une discipline artistique. Ce n'est pas non plus une science. La médecine, c'est un ensemble de savoirs qui visent, en principe au départ, il y a beaucoup d'autres extensions, mais en principe au départ, qui visent à connaître le fonctionnement de cette entité biologique qu'est l'être humain, et par extension, le connaître pourquoi? Pour faire en sorte qu'il souffre le moins possible. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'empêcher les gens de mourir, parce qu'on peut le faire dans certaines circonstances, mais dans beaucoup de circonstances, on ne peut pas, et puis c'est pas ce qu'on vous demande. Mais au moins, on peut les empêcher de souffrir et réduire au maximum leur souffrance. Donc augmenter leur bien-être, si possible. Déjà, si on limite la souffrance, c'est pas mal. Après, le bien-être, il s'en occupe très bien tout seul. Par conséquent, je ne vois pas non plus la médecine comme une science. La médecine est un corpus de comportements et d'attitudes et d'approches qui repose sur des sciences. Mais ce n'est pas une science en soi, c'est l'utilisation de beaucoup de sciences et d'ailleurs aussi beaucoup de disciplines qui sont pas tout à fait scientifiques, mais qui sont, comment dirais-je, parascientifiques, pour mieux connaître le fonctionnement de l'être humain et puis l'aider à souffrir moins. Par extension, la gynécologie, c'est la spécialité médicale ou la branche de la médecine qui s'intéresse aux femmes. Alors là, vous voyez déjà qu'on commence à avoir un problème. Mais oui, mais d'accord, mais c'est qui les femmes? Et c'est quoi une femme? Alors qu'est-ce que c'est qu'une spécialité médicale? Une spécialité médicale, c'est un champ de savoir et un champ de thérapeutique qui s'occupe, selon les cas, soit d'un organe ou de ce qu'on appelle en médecine un appareil, c'est-à-dire tout le système organique qui tourne autour de cet organe, donc le cœur, les vaisseaux, ou bien le poumon, mais souvent le cœur et les poumons ça va ensemble, ou bien les reins et les voies urinaires, ou bien le système nerveux, etc., ou bien le système digestif, etc. Ce qui est un peu trompeur, c'est que les médecins se forment pour exercer dans une spécialité, mais ils semblent oublier, plus ils se spécialisent, plus ils semblent oublier que toutes les spécialités sont évidemment interreliées et interconnectées. Il n'y a pas de maladie qui ne touche qu'un seul organe, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Ou alors ça touche un seul organe de façon apparente, et puis ça disparaît parce que la maladie est bénigne, et puis on n'en parle plus. Mais quand une maladie touche un appareil ou un organe particulier, ça a des retentissements sur tout le reste du corps. Quand la spécialité est consacrée à une catégorie de personnes, comme c'est le cas de la gynécologie, mais il y a aussi de la pédiatrie, mais aussi de la gériatrie, et là encore, qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée? Ça commence où? Je sais que moi, à partir de l'an prochain, quand je vais prendre un billet de SNCF, je vais sortir de la case 1859. Est-ce que je suis une personne âgée pour autant? Oui, je suis plus âgé que certains, mais je suis plus jeune que d'autres. Et
Et sur le plan de ma physiologie et de ma biologie, moi personnellement j'ai 17 ans là tout de suite. Donc, alors, bon. Donc une spécialité de type gynécologie et pédiatrie est censée s'occuper d'une catégorie de personnes. Donc si on rejoint la définition, la vision que j'ai moi au départ de ce que c'est que la médecine, la gynécologie devrait être là pour s'occuper, pour assurer le bien-être des femmes. Hein. C'est-à-dire s'occuper de comprendre le fonctionnement du corps biologique féminin, évidemment comprendre et connaître les maladies ou les affections ou les anomalies, mais aussi ce qu'on appelle la physiologie, c'est-à-dire ce qui est normal. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce qui est normal? En principe, un gynécologue devrait servir devrait avoir pour fonction, en tant que médecin, d'apprendre, de connaître, de partager et d'utiliser son savoir centré sur la physiologie et de temps en temps la pathologie, donc les maladies des femmes, pour soulager la vie des femmes. Puis des fois celle des hommes aussi, par extension. Comme les médecins qui s'occupent des hommes, s'ils soulagent la vie des hommes, ils soulagent aussi la vie des femmes. Dans la pratique, c'est pas vrai. Dans la pratique, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour tous les gynécologues. Parce qu'encore une fois, je ne cherche pas à disqualifier une profession dans ces individus, ni même dans ces groupements, parce qu'il y a des groupements de gynécologues. Je fais partie de pages Facebook ou de groupes dans lesquels il y a des gynécologues, des sages-femmes qui sont tout à fait dans cette approche qui consiste à soigner. Là, je parle d'un état d'esprit qui est particulièrement prégnant en France, d'un état d'esprit dans lequel sont formés beaucoup de gynécologues, et dans lequel beaucoup de gynécologues, pas tous, mais trop, s'ils étaient qu'une minorité, ce ne serait pas très grave, mais trop de gynécologues exercent. La gynécologie médicale française a tendance, étant bien entendu que tout le monde ne le pratique pas comme ça, mais a tendance à normaliser la fonction reproductrice des femmes. D'abord, pourquoi seulement la fonction reproductrice? Parce que vous constaterez, et il y a beaucoup de femmes présentes ici, mais vous constaterez que lors d'une consultation gynécologique, qui est tout de même demandée par les femmes, c'est pas les gynécologues qui vont chercher les femmes, ils vont pas taper aux portes en disant « Oh, est-ce que je peux vous offrir une consultation gynécologique ?» Non, c'est le contraire. Lors des consultations gynécologiques, la plupart des gynécologues, même s'ils sont bienveillants, ont tendance quand même à centrer leurs questions sur l'appareil reproductif. Or, sauf erreur de ma part, les femmes, c'est pas juste un appareil reproductif. Enfin, vous me corrigez si je me trompe. Il est vrai que la question de la reproduction est quelque chose qui est central pour beaucoup d'entre nous. Encore une fois, nous sommes programmés pour nous reproduire et en particulier nos pulsions sexuelles, elles sont faites pour ça. Nous avons des pulsions sexuelles parce que nous sommes programmés en tant qu'êtres biologiques, comme tous les êtres biologiques sexués, à nous reproduire. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais en tout cas, on est programmé pour chercher à le faire. Comme nous vivons dans un monde dans lequel nous avons appris à maîtriser nos fonctions reproductrices et à les dissocier de ce qui nous fait avoir des comportements de reproduction, c'est-à-dire la sexualité, à ce sujet, je voudrais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur la planète Terre, il n'y a, à l'heure actuelle, que nous sachions, il n'y a que 3 espèces, je crois que c'est 3 ou 4, enfin ça ne va pas beaucoup plus loin, 3 ou 4 espèces sexuées pour qui la sexualité est agréable. Il y a l'être humain, il y a le bonobo, il y a les dauphins. Il y en a peut-être une ou 2 autres, mais c'est difficile à mesurer. En tout cas, pour des raisons qui sont parfaitement observables,
Seuls les êtres humains, par exemple le chimpanzé, qui est un cousin du bonobo, n'a pas du tout de rapport sexuel par le plaisir. Hein. Les femelles sont en chaleur à des moments, pendant des fenêtres très précises de l'année, et à ce moment-là, elles courent tous les chimpanzés mâles pour avoir le plus d'échantillonnage possible, de façon à avoir le plus de bons gènes possible. Et les spermatozoïdes se battent en duel pour savoir qui est-ce qui va atteindre l'ovocyte. Mais il n'y a pas de plaisir. Ça dure, et puis le coït dure 15 secondes, je crois, chez les chimpanzés. Tandis que les bonobos, ils n'arrêtent pas de se faire des attouchements, mâles et femelles, entre femelles, etc. Ils n'arrêtent pas de s'attoucher tout le temps pour régler les conflits, parce que avoir un bon attouchement sexuel autour d'une banane et partager la banane, c'est mieux que de se chicaner et de se coller les pains pour la banane. C'est pour ça que nous, on est entre les chimpanzés et les bonobos. Parce qu'on fait des attouchements sexuels, mais on se castagne, comme les chimpanzés, beaucoup aussi. Tout ça, c'est une approximation, mais c'est pour vous rappeler que la sexualité est agréable parmi les êtres humains, mais que c'est vraiment quelque chose qui est rare dans les espèces vivantes. La plupart des espèces vivantes se reproduisent sans plaisir, mais simplement par pulsion. Donc, quand est-ce que, au cours d'une consultation gynécologique, quand est-ce que vous avez entendu un ou une gynécologue vous demander « Est-ce que vous avez du plaisir ?» Ce n'est pas une question qui vient spontanément. Pourtant, c'est au centre de la question de la sexualité. Est-ce que nous avons une sexualité seulement pour nous reproduire, ou est-ce que nous avons une sexualité aussi pour le plaisir ? Ou d'abord pour le plaisir, puis secondairement pour nous reproduire, puisque c'est notre libre arbitre de choisir l'un ou l'autre, ou de prendre les deux. Pourquoi je pose la question comme ça ? Parce que finalement, la plupart des médecins, et les gynécologues ne sont pas exceptionnels à ce point de vue-là, la plupart des médecins se préoccupent beaucoup plus de ce qui est anormal, de ce qui est problématique, que de ce qui est physiologique, c'est-à-dire de ce qui fonctionne bien. Et ça conditionne entièrement la manière d'appréhender les personnes qui viennent en face de vous. Un médecin, à mon humble avis, un médecin, ça ne devrait pas être d'abord quelqu'un qui s'occupe de ce qui ne va pas, ou plutôt quelqu'un qui cherche ce qui ne va pas quand peut-être il n'y a rien qui ne va pas. C'est particulièrement important avec les femmes. Pourquoi ? Parce que vous savez peut-être que sur 100 consultations médicales, 70 consultations ont lieu avec des femmes. Les femmes consultent plus les médecins que les hommes. Et il y a de bonnes raisons pour ça. C'est pas juste parce que ce sont des emmerdeuses qui sont là pour emmerder les médecins. C'est pas ça du tout. Enfin, quand je dis c'est pas juste, non, c'est pas parce que. Juste, ça, c'est le discours du Syngof, du syndicat des gynécologues. Non, les femmes consultent plus les médecins. Pourquoi ? Parce qu'elles consultent pour elles, c'est un peu normal. Elles consultent pour leur mari, elles consultent pour leurs enfants, elles consultent pour leurs parents. C'est-à-dire qu'elles servent aussi d'intermédiaires de santé entre beaucoup de gens, pour des raisons liées au réseautage qui est beaucoup plus développé en général parmi les femmes que parmi les hommes. C'est pas toujours vrai, mais enfin, c'est souvent vrai. Et puis à la position centrale qu'elles ont à l'intérieur du noyau familial ou des noyaux familiaux, et où elles servent d'intermédiaires pour les autres. L'immense majorité des consultations en gynécologie courante, j'ai fait de la gynécologie courante pendant 25 ans, l'immense majorité des consultations en gynécologie courante, même si on fait surtout de la contraception, on s'occupe du désir de grossesse, etc., c'est des questions qui posent non pas sur des anomalies, mais qui posent sur la normalité, qui se posent sur la normalité. C'est des questions qui s'interrogent. Est-ce que ce qui m'arrive, ou ce que je ressens, ou ce que je veux faire, ou ce que je ne veux pas faire est normal ou non ? Et la plupart des médecins ne sont pas du tout armés pour répondre à ce genre de questions. Ils sont armés, ils ont été formés, ou plutôt ils ont été déformés pour chercher des anomalies, même s'il n'y en a pas apparemment. Vous savez, le Knock, ça c'est une pièce prophétique. Knock dit « Tout bien portant est un malade qui s'ignore ». Bon. Ah, il y en a une qui n'a pas pris l'avion. Tout bien portant est un malade qui s'ignore.
Ça, c'est une conception qui est une conception, quand on lit Knock, on voit ça comme une conception caricaturale, mais c'est comme ça que la plupart des médecins sont formés. Et ils sont formés comme ça pour des raisons qui tiennent à la structure de la formation médicale. Parce que c'est une formation qui est de type phobique. On leur dit, surtout, il ne faut pas passer à côté d'une catastrophe parce que les gens vont mourir. Ça, c'est culpabilisant. Surtout, il ne faut pas passer à cause d'une catastrophe parce qu'on va vous faire un procès. Ça, c'est du terrorisme. Et surtout, il ne faut pas passer à cause d'une catastrophe parce que, vous comprenez, si vous ne dépistez pas le cancer, et ça aussi c'est terroriste parce que l'immense majorité des gens n'ont pas de cancer. Par conséquent, quand une femme va consulter un médecin, dans 99% des cas, c'est pour des choses qui concernent sa physiologie, c'est-à-dire une vie qui en première approximation, n'est pas mauvaise, mais des questions qu'elle se pose. Hein, ça, c'est lié à la séparation des savoirs, c'est-à-dire qu'on a tendance à sous-éduquer les gens sur ce qui les concerne directement, par exemple le fonctionnement biologique du corps, hein, l'éducation à la sexualité en particulier. Tous les pays qui font de l'éducation sexuelle avant la puberté ont moins de problèmes avec leurs adolescents que les pays qui ne font pas d'éducation sexuelle avant la puberté ou qui la commencent pendant la puberté. Vaut mieux commencer avant. Parce qu'avant, les gamins sont prévenus. Donc, quand quelque chose se passe, c'est le principe tout bête que si vous prévenez votre petite fille qu'un jour elle aura des règles, ben le jour où elle va avoir des règles, elle n'aura pas peur. C'est aussi bête que ça. Bon. Le jour où vous préviendrez, moi quand j'étais un adolescent, je n'avais pas été prévenu que j'aurais des éjaculations nocturnes à l'adolescence, et je faisais des rêves érotiques, ce que je n'avais jamais fait, et ça me foutait une pétoche terrible. Et je me retrouvais avec, comment dirais-je, couché sur le ventre sur mon lit, avec la sensation d'avoir fait pipi sous moi. Seulement, c'était pas de l'urine, c'était un truc poisseux, d'où ça sortait, ce truc-là, etc. Je n'avais pas été prévenu. C'était très culpabilisant, c'était très, comment dire, inconfortable, et ça me donnait le sentiment que j'étais pas normal. J'avais pas été prévenu que quand j'aurais 13 ans, chaque fois que je croiserais une fille qui avait un pull un peu serré sur une poitrine un peu rebondie, j'aurais une érection. Attends, qu'est-ce qui m'arrive là? J'avais l'impression d'être monstrueux. Ben non, c'est physiologique. Qu'un garçon de 13 ans ait une érection quand il croise une fille, alors ça dépend, des fois c'est les fesses, des fois c'est les seins, des fois c'est le visage, des fois c'est n'importe quoi. Bon, quand il a une érection, quand la partie du corps féminin pour laquelle il est le plus, comment dirais-je, sensible, à laquelle il est le plus sensible, merci, à laquelle il est le plus sensible et parfaitement apparente et le stimule, boum, il a une érection. Ou d'un corps masculin. Ou d'un corps masculin, tout à fait. Ne restons pas dans l'hétérocentrisme, ou d'un corps masculin. Et oui, mais c'est bon, tout à fait, vous avez raison, absolument. D'un corps humain. Bon, quand on est prévenu, c'est plus simple et c'est moins culpabilisant. Donc, l'immense majorité des questions qui viennent en médecine de la part des femmes qui vont voir un gynécologue, et pourquoi elles les posent au gynécologue? Parce que comme le gynécologue s'intéresse au corps féminin, elles pensent que précisément le gynécologue est le mieux à même, ou la gynécologue est le mieux à même de répondre à des questions qui concernent sa physiologie sexuelle. Pourquoi est-ce que j'ai des règles alors que j'ai 10 ans? Pourquoi est-ce que ma fille a des règles alors qu'elle a 10 ans? Pourquoi est-ce que j'ai pas de règles alors que j'ai 18 ans? Pourquoi est-ce que par exemple, effectivement, j'ai des émotions beaucoup plus importantes, j'ai eu des émotions beaucoup plus importantes quand j'ai embrassé ma copine Juliette, alors que Léon, qui est très sympathique par ailleurs, lui, il m'a embrassé, mais ça m'a rien fait du tout. Bon. Pourquoi est-ce que... qu'est-ce que c'est que l'orgasme? Pourquoi est-ce que j'ai eu mal après un rapport sexuel, alors que j'étais content d'avoir un rapport sexuel? Pourquoi est-ce que j'ai eu des contractions après mon orgasme? Etc. Tout ça, c'est de la physiologie. C'est pas anormal. C'est du... Je veux dire, c'est de la variation, de la variante individuelle des sensations et des perceptions du corps humain.
Et là, on arrive à la question, encore une fois, vous voyez bien comme on est dans la question du genre, pourquoi est-ce que je suis plus attiré par quelqu'un qui est de mon sexe apparent que par quelqu'un qui est du sexe différent? Pourquoi est-ce que je me sens homme à l'intérieur de mon corps de femme? Pourquoi est-ce que je me sens femme à l'intérieur de mon corps d'homme? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que je suis un monstre? On vient les 100 dernières années sont une toute petite partie de l'évolution de l'humanité. Tout ce qui est de l'ordre du culturel, ça remonte à entre 5 et 10 000 ans. 10 000 ans, on pense que l'humanité a commencé à changer vraiment, et surtout à changer son environnement à partir du moment où l'agriculture a été inventée et développée, c'est-à-dire il y a à peu près 10 000 ans. Hein, l'agriculture, puis l'élevage des animaux domestiques comme les vaches, les chèvres, etc. Puis l'écriture qui était en fait destinée au départ à comptabiliser les boisseaux de blé, et puis les bêtes, etc. Bon. Et puis l'écriture, et puis les cultures différentes qui se sont stratifiées de région en région. On sort de 10 000 années d'histoire, et c'est seulement pendant les 100 dernières années qu'on s'est mis à dire, un peu partout, pas encore partout malheureusement, mais enfin, de plus en plus partout sur la planète, les femmes et les hommes ont les mêmes droits, mais aussi les hommes blancs, les hommes noirs, les hommes de toutes les couleurs, les femmes noires. Bon. C'est très récent tout ça. C'est-à-dire que la partie historique qu'on peut considérer comme une partie où nous avons acquis un certain niveau de réflexion, un certain niveau aussi de réflexion sur ce qui est moral et ce qui n'est pas moral, ce qui est éthique et ce qui n'est pas éthique, l'égalité, la fraternité, etc. C'est récent, hein, c'est quoi? C'est 500 ans en tout. Et les 100 dernières années ont été encore plus importantes parce qu'elles ont, ou 150 dernières années, ont apporté des connaissances scientifiques, aussi bien en anthropologie qu'en médecine, qu'en sociologie et tout ce que vous voulez, que nous n'avions pas avant et qui nous permettent de comprendre mieux à quel point nous sommes tous différents, à quel point on ne peut pas nous classer tout simplement dans les blonds, les bruns, les roux, ceux qui ont les cheveux verts. Tiens, j'en ai une là. Non, il y en a. Non, ah non, c'est un pull. Je ne vois pas. J'ai une cataracte. Vous voyez, j'ai 50 ans, 59 ans, et j'ai une cataracte, alors que les cataractes, souvent, ça arrive après 70 ans. Donc, déjà, je suis une anomalie. Et tous les médecins à qui j'ai montré ça ont commencé à flipper parce que j'avais une cataracte, alors que bon, bah, ça arrive, je veux dire, il y a un continuum, on n'est jamais complètement dans la norme. Que ce soit la physiologie, mettons la physiologie des règles, un truc intéressant, tiens. L'âge d'apparition des règles est très variable d'une personne à une autre en fonction de la génétique, c'est-à-dire à quel âge les règles sont apparues chez la mère, la grand-mère, les sœurs, etc. Du niveau socio-économique. Plus les femmes font partie d'un niveau socio-économique faible, plus les règles apparaissent. Plus le niveau socio-économique est élevé, plus les règles apparaissent tard. Il y a des variantes individuelles, bien entendu. Les règles, est-ce que ça fait mal? Il y a des femmes qui ont mal, il y a des femmes qui ont pas mal. Pendant très longtemps, les médecins ont considéré que c'était normal que ça fasse mal. Puisqu'il y a beaucoup de femmes qui avaient mal, c'est normal qu'elles aient mal. Écoutez, vous êtes une femme, vous avez des règles, vous avez mal. Non. Ça, vous voyez, comme ça peut être considéré comme normal, oui. Monsieur, pourquoi est-ce que la normalité, elle se réduirait à un seul paramètre? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le fait d'avoir mal, ce serait pas normal, et le fait de ne pas avoir mal, ce serait normal aussi? Parce que, alors, je vais vous expliquer ce que j'en pense moi, mais c'est juste une perception personnelle. C'est que la question n'est pas de savoir si c'est normal ou pas. La norme, moi c'est ce que j'ai appris très tôt en médecine, c'est qu'au fond il n'y a pas de norme. La seule norme c'est l'individu lui-même. Il y a des variantes de normes. On sait par exemple si on compte, prenez la taille, un critère très simple. Il n'y a pas de taille normale. Il y a une courbe de Gauss de la taille.
On considère qu'en dessous d'une certaine taille, et ça varie avec les époques, ça varie avec l'ethnie, ça varie avec 50 000 facteurs, on considère qu'en dessous d'une certaine taille, il y a un retard ou une anomalie de croissance, mais on considère aussi qu'au-dessus d'une certaine taille, il y a des anomalies de croissance. Mais entre les deux, qui sont quand même 90%, toutes les tailles sont normales. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. On ne commence à traiter que quand le critère lui-même est source de gêne pour l'individu. C'est pour ça que je dis que la norme, c'est l'individu. Donc, quand on me dit « Est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant mes règles ?» Je peux répondre oui et non. Oui, ce qui est normal, c'est que pendant les règles, l'utérus se contracte et que le cerveau peut percevoir ces contractions comme une douleur. Il y a un phénomène physiologique qui n'est pas anormal dans le sens où il n'est pas une maladie, qui est la perception douloureuse des contractions. Ça, oui, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on laisse ça comme ça. Ah, mais ça ne veut pas dire que c'est anormal pour autant. C'est juste une question de pathologie ou physiologie. Non, c'est une question de perception. C'est une question de perception. Ce n'est pas pathologique d'avoir des règles douloureuses. C'est pénible. Il y a des femmes qui ont des règles douloureuses et c'est pénible pour elles. Il y a des femmes qui n'ont pas des règles douloureuses, c'est pas pénible pour elles. Est-ce que c'est une pathologie? Non. Là, ce que je veux dire, c'est que si une femme me dit j'ai mal, pour moi, c'est un critère suffisant pour faire en sorte qu'elle ait pas mal. Sans pour autant considérer que le fait qu'elle ait mal est anormal et que donc elle est malade. Vous comprenez? Il y a tout un processus qui consiste à dire je ne soigne pas une pathologie, j'apporte un soin à quelqu'un qui vit mal sa physiologie. Et c'est une façon radicalement différente de voir les choses, parce que du coup la norme et le repère de l'attitude, c'est la personne, c'est pas moi. J'ai rencontré des flopées de patientes à qui je demandais est-ce que... Alors je vous donne un autre exemple qui est tiré de ma pratique, qui était ma pratique des interruptions de grossesse. Pendant très longtemps, je faisais des interruptions de grossesse et j'allais voir les femmes après, je leur demandais est-ce que vous avez mal ou non? Et il y avait des femmes qui me disaient non. Et il y a des femmes qui me disaient oui, mais c'est supportable. Alors là, j'étais un peu... Ça veut dire quoi? Oui, c'est... Et puis j'ai appris que dans les pays anglo-saxons, parce que je n'avais pas appris ça en France, dans les pays anglo-saxons, on donne une échelle. Alors maintenant, ça se fait, on donne une échelle, comment dirais-je, d'auto-évaluation à la femme. On lui dit, bon, vous avez mal combien? De 0 à 10. 0, c'est pas du tout, et 10, c'est insupportable. Et là, elles vous disent, ben, j'ai mal 3, ou j'ai mal 5, ou j'ai mal 7. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand une femme disait j'ai mal 6 ou 7, même si c'était 6, et que je lui proposais un antalgique, elle disait toujours oui. Quand elles avaient mal moins de 5, en général, elles disaient non, c'est pas la peine. Je leur proposais, non, c'est pas la peine. C'était donc bien quelque chose qui reposait sur leur propre perception. Et la plupart des femmes disaient, après l'IVG, bah, j'ai mal comme quand j'ai mes règles, mais bon, alors ça me gêne un peu, mais ça va, je ne veux pas y toucher, je laisse ça comme ça. Au fond, c'est une douleur familière, je n'ai pas envie qu'on y touche. Il y en avait d'autres qui avaient beaucoup plus mal et elles voulaient qu'on soulage. Vous voyez bien qu'il ne s'agit plus de dire qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui ne l'est pas, puisqu'il y a des variations individuelles à chaque moment. Il s'agit de dire qu'est-ce qui pour vous nécessite que je vous aide et qu'est-ce qui, de votre point de vue, ne nécessite pas que je vous aide. Et alors qu'au début, j'étais très coupable de pratiquer des IVG et que les femmes aient mal après et que je leur proposais à toutes un antalgique et que j'insistais pour qu'elles en prennent quand elles n'en voulaient pas, une fois que j'ai eu mon échelle analogique et que les femmes ont décidé elles-mêmes si elles avaient besoin d'un antalgique ou pas, tout le monde était content parce que je forçais personne et aucune femme ne souffrait si elle ne voulait pas souffrir. Vous comprenez? C'est très important et cet exemple-là, en vous le donnant, cet exemple-là, il me permet d'introduire une notion qui, dans le domaine de la santé et dans le domaine des professions de santé en général, me paraît essentielle. C'est que la relation de soins, c'est pas une relation de pouvoir. Ça ne doit pas être une relation de pouvoir. S'il y a du pouvoir, d'un côté comme de l'autre, si c'est le patient qui fait pression sur le médecin, c'est la même chose que si le médecin fait pression sur le patient. C'est une relation de pouvoir, c'est pas une relation de soins. Une relation de soins, c'est une relation horizontale entre deux personnes qui méritent le même respect,
de part et d'autre, et c'est une relation de partage et d'échange. Le soignant reçoit autant du patient, parce qu'il reçoit des informations, il reçoit du savoir, il reçoit des appréciations, il reçoit de la gratification, il reçoit plein de choses, que le patient ne reçoit du soignant. Et quand je suis passé de ce stade où j'essayais, pour me donner bonne conscience, de donner des antalgiques à toutes les femmes qui venaient d'avoir une IVG pour être sûr qu'aucune d'elles ne souffrait, quand je suis passé de cette situation à la situation où c'était à elles d'évaluer si elles avaient besoin de l'antalgique ou pas, et elles avaient toute l'antalgique sur la table de nuit qu'elles pouvaient prendre ou non, selon leur propre appréciation, je suis passé d'une relation de pouvoir bienveillante, tout ce que vous voulez, mais quand même d'une relation de pouvoir à une relation de soin. C'est pour ça que, pour moi, la question de la normalité, et quand il s'agit du genre, c'est particulièrement prégnant, la question de la normalité, c'est une question fondamentale parce que la norme, encore une fois, ça ne peut pas être établi unilatéralement par un corps qui serait le corps médical. Dans le domaine de la gynécologie, le corps médical ne cesse d'établir des normes. Un autre exemple. Quelle est la durée normale d'un cycle menstruel ? 28 jours. Non. Il n'y a pas de durée normale d'un cycle menstruel. 90% des femmes ont des cycles menstruels compris entre 23 et 35 jours, avec un cycle normal, c'est-à-dire régulier. Normal, moi ce que j'appelle un cycle normal, c'est un cycle régulier, qui peut être court, qui peut être long. L'invention, parce que c'est une invention du cycle de 28 jours, c'est une invention des médecins au début du XXe siècle. Les médecins ont décrété que le cycle menstruel normal, c'était avant qu'on fasse de grandes enquêtes longitudinales pour demander aux femmes qui ne se plaignaient de rien quelle était la durée de leur cycle. Ils ont décidé que c'était le cycle normal, c'était 28 jours. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, c'est normal, c'est en fonction des phases de la Lune. Manque de peau. S'ils avaient consulté les physiciens leur auraient dit, les astronomes leur auraient dit, le cycle lunaire c'est 27 jours, c'est pas 28. C'est un peu bête, hein. Enfin, c'est 29, excusez-moi, c'est 29 jours. Du coup, on a établi comme dogme que le cycle menstruel des femmes devrait être de 28 jours. Et donc, vous voyez, plein de jeunes femmes ou plein de mères avec leurs gamines qui s'amènent en disant « Oh, comprenez, elle a eu ses règles, mais je suis très inquiète parce qu'elle a des règles tous les 32 jours. » D'accord ? Et vous voyez en quoi c'est une normalisation de quelque chose qui permet des variations physiologiques extrêmement étendues d'une personne à une autre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette préoccupation au départ, à l'adolescence ? En fait, on a trois périodes. On a la période de l'adolescence ou de l'installation, ce qu'on appelle les ménarches, c'est-à-dire les premières règles de l'adolescence, puis la période à laquelle la femme veut ou ne veut pas, mais devrait, d'après les autres, se reproduire, et puis ensuite la période de la ménopause. Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe tout le temps de ce truc-là ? Parce que c'est lié à la fonction de reproduction. Parce que avoir ces règles, c'est pas du tout indispensable. Par exemple, pour avoir, une fois qu'on est pubère, avoir des règles ou pas, c'est pas du tout indispensable au fait, par exemple, d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes. Et ça n'est pas non plus après la ménopause. On peut très bien, et ça ne l'est encore moins, quand on prend une contraception, par exemple, qui suspend le cycle, et avec laquelle on n'a pas de règles du tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir de règles pour avoir une sexualité normale. Donc ce qui préoccupe bien les médecins, c'est la reproduction, c'est pas la sexualité. Le désir féminin augmente à l'approche de l'ovulation. Donc une adolescente qui n'a pas de contraception hormonale, donc qui n'a pas son cycle en ovulation suspendue, enfin dans l'ovulation et le cycle suspendu, va avoir plus de désir au moment à l'approche de son ovulation. Elle ne le sait pas, parce que ça vient progressivement. Mais si ça tombe le week-end où elle voit son jeu, et si c'est la première fois, et si il n'a pas mis le préservatif correctement, ou qu'il glisse, ou que... Bon, il craque jamais le préservatif, il glisse, hein, ou on ne le met pas, il ne craque pas. Mais c'est bien que vous disiez qu'il a craqué. Parce que c'est la bonne manière de dire, sans vous sentir humilié, sans vous sentir culpabilisé, que vous ne l'avez pas mis.
Mais non, ça craque pas. Vous avez vu comment on les remplit de 30 litres d'eau. Alors, excusez-moi, non, ça ne craque pas. Ça ne craque. Avec certaines pratiques, ça... Avec certaines pratiques, oui, mais c'est pas les pratiques de tout le monde et c'est pas tout le temps. Et puis les lubrifiants, ils sont faits pour ça aussi. Bon, donc non, d'accord. Et alors, évidemment, si vous avez ouvert le préservatif avec les dents, oui, d'accord, mais tout le monde sait qu'il ne faut pas ouvrir le préservatif avec les dents. Et ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on s'en fout qu'il est craqué ou qu'il n'est pas craqué. C'est pas ça le problème. La question, c'est la sexualité, par définition, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Le désir, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et le désir, on ne le contrôle pas. Pourquoi? Une petite histoire. Adam et Ève sont encore au paradis. Et Dieu les appelle pour leur dire « J'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Je commence par quoi ?» Alors ils se regardent, ils sont un peu inquiets évidemment, et puis ils disent « Dis-nous la bonne d'abord. Je vous ai donné deux organes extraordinaires. Le premier va vous permettre de connaître le monde, et de l'explorer, et de faire des choses merveilleuses, de l'art, de la littérature, des mathématiques, des sciences. Ça s'appelle le cerveau. Le second, c'est votre organe sexuel. Vous n'avez pas le même, mais vous allez voir, ils sont très complémentaires. Ils vont vous donner beaucoup de plaisir, en plus, ils vont vous permettre de vous reproduire. Alors Adam et Ève, un peu bêtes, se regardent et disent « c'est bien, bon, et c'est quoi la mauvaise nouvelle? Vous ne pourrez jamais vous en servir tous les deux en même temps. » Et vous ne pourrez jamais vous servir des deux en même temps. Vous ne pourrez jamais vous servir des deux en même temps. La neurophysiologie aujourd'hui nous apprend que c'est tout à fait vrai. Les gens qui sont amoureux perdent absolument le sens des réalités. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se sent comme comment dirais-je, sous drogue. Quand on est amoureux, quand on est pleinement amoureux, quand on est tous les deux amoureux, quand il y en a un des deux qui n'est pas amoureux, on a envie de le tuer, mais ou c'est celui qui n'est pas amoureux qui a envie de tuer l'autre, ça dépend. Mais quand on est tous les deux amoureux, on est, les Anglais, les Américains disent we're high, on plane, et on ne pense plus, enfin beaucoup moins, pas au reste, on pense qu'à ça, à l'autre. À l'autre, et à tout ce qu'on va faire, et comme il est beau, et comme il est belle, et comme il... Bon, je vous fais pas un cours là-dessus, là, vous savez de quoi je parle. Donc, par exemple, quand les médecins vous disent, après que vous avez eu un rapport sexuel, et qu'ils vous disent « Ah oui, mais il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça », à mon avis, ça veut dire qu'ils n'ont pas baisé depuis longtemps. En tout cas, ils n'ont pas baisé la veille, parce que s'ils avaient baisé la veille... Eh ouais. Ils se souviendraient que non, ça ne se contrôle pas. Parfois, on peut en déduire qu'il y a beaucoup de médecins, je ne parle pas seulement des gynécologues, mais beaucoup de médecins qui ne baissent pas beaucoup. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai toujours une vie sexuelle satisfaisante et régulière, presque toujours. Donc, j'oubliais jamais ça. Quand je rentrais dans le cabinet médical, je me disais, moi, ça va. Il ne faut pas que j'oublie que ça va. Il ne faut pas que j'oublie qu'il y en a certains pour qui ça va aussi. Il ne faut pas que je les culpabilise pour ça. Et il ne faut pas que j'oublie qu'il y en a certains pour lesquels ça ne va pas. Et ceux-là, il faut bien que j'écoute pourquoi ça ne va pas. Mais vous voyez bien qu'on est dans le domaine du non pathologique là. On n'est pas dans la maladie. On est dans la vie. On est dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Le désir, les pulsions, les érections intempestives, les pupilles qui se dilatent, bon. Le souffle qui se fait court, le cœur qui bat. Les médecins, eux, ils cherchent toujours, midi et 14h, ils cherchent toujours la petite bête, ils cherchent toujours la grosse bête, ou le gros crabe, ils cherchent toujours ce qui ne va pas. Ils cherchent toujours ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont phobiques de voir des gens leur dire « Docteur, ça ne va pas et vous n'avez pas fait ce qu'il fallait ». En ce qui concerne les femmes, ils ont toujours peur que les femmes viennent leur dire « Docteur, je ne peux pas avoir d'enfant ». La meilleure preuve que c'est ça qui les préoccupe beaucoup plus que le reste, c'est qu'il y a beaucoup plus de lacunes dans la délivrance de la contraception, c'est-à-dire le fait que les femmes contrôlent leur fécondité.
Il y a beaucoup plus de problèmes dans le fait de laisser les femmes accoucher toutes seules ou à domicile ou avec une sage-femme. Il y a beaucoup plus de problèmes dans le fait d'accepter qu'une femme de n'importe quel âge dise « je veux une ligature de trompe, je veux des implants contraceptifs, des implants de stérilisation, des implants Essure ». Ça, beaucoup de médecins français sont absolument contre ça. Ils sont contre le fait qu'une femme puisse séparer complètement sa vie de sa fonction reproductrice. Qu'elle puisse faire des choix qui ne sont pas des choix de reproduction, ou qui sont au contraire des choix de reproduction très contrôlés, ou, ou de décider de ne pas le faire. Et encore une fois, même si nous sommes programmés pour nous reproduire, nous avons le droit de décider de ne pas le faire, de la même manière que nous sommes programmés pour bouffer de la viande et des graisses animales, mais on peut devenir végétarien. On a le droit de le faire, on peut le faire, et on peut vivre très bien en étant végétalien. Encore plus aujourd'hui, maintenant qu'on comprend comment se nourrir, et qu'on sait comment se nourrir. Bon. Donc, à partir du moment où la conception de la féminité tourne entièrement, tout le temps, toujours autour de la reproduction. Autre exemple, combien de messages de femmes est-ce que j'ai reçus me disant « j'ai 30 ou 35 ans, je prends la pilule depuis que j'ai 15 ans, j'en ai ras-le-bol de prendre des hormones, ça me casse les pieds, ou j'ai peur, ce qui est tout à fait aussi légitime, je veux me faire poser un stérilet, et on dit non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas d'enfant, puis d'ailleurs il serait temps d'en faire. » Vous voyez, comme c'est un désir de normalisation, selon une idéologie qui est propre à celui qui parle, et non pas propre à la femme elle-même, parce qu'après tout, encore une fois, il n'y a pas de norme. Ou bien, j'ai 45 ans, je suis en train de refaire ma vie avec un homme qui est un peu plus jeune que moi, ou qui a mon âge, mais on a envie d'avoir un enfant ensemble, et tout le monde nous dit que c'est de la folie parce que j'ai 45 ans. Mais de quoi je me mêle? Mais madame, si vous avez encore un cycle, personne ne vous interdit de vous reproduire. En plus, aujourd'hui, dans les pays développés comme la France, les femmes voient leur ménopause apparaître de plus en plus tard. Je veux dire, moi, à mon époque, une ménopause, c'était souvent 45 ans. À l'époque où j'ai commencé la médecine, je voyais souvent des femmes de 45 ans qui arrivaient et qui étaient ménopausées, surtout à la campagne. Bon, alors ça dépend aussi du niveau socio-économique, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est souvent 52, 55. Donc théoriquement, c'est parfaitement possible de se reproduire. Et elles sont dans un état physique tel que ça n'a rien de catastrophique qu'elles aient un enfant à 50 ans. C'est un peu plus délicat, on les surveille d'un peu plus près en principe, mais la majorité, ils n'ont pas de problème. Bon, donc vous voyez, comme autour de cette seule question, qui est la question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, il y a un discours médical, il y a un ensemble de discours, un ensemble d'attitudes qui consiste d'une part à cantonner les femmes à leur fonction reproductrice, d'autre part à passer sous silence quelque chose qui est leur bien-être.